Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bien spécial de Ben Lala en France. Ben Lala. Oui, pourquoi que je dis que c'est spécial? Eh bien, il y a quelqu'un qui est très occupé qui a pris le temps de venir me rencontrer. Ben Lala. Ben Lala. Donc, comme vous le savez, je suis actuellement en France, précisément à Angoulême, et tout au long de la semaine, en fait des 2 semaines que j'ai passées ici, ça a été rempli de rebondissements. Plein de surprises, des entrevues qui se sont ajoutées, des modifications, bref, il y a une panoplie de surprises et une des belles surprises que j'ai, c'est de recevoir le maire de Angoulême, M. Xavier Bonnefond. Et vous allez découvrir aussi un volet politique qui est bien particulier, je pense, en France et dans la façon de le faire également. Des fois, on ne prend pas tout le temps de parler de l'homme et des gens qui sont ou de la femme, bien sûr, qui sont en arrière des postes politiques. Alors, c'est un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Monsieur le maire. Comment allez-vous, monsieur le maire? Bonjour d'abord, et je vais bien, merci. Vous allez bien. Merci d'avoir accepté de cette invitation pour ce podcast. Et bien sûr, on va parler d'Angoulême et on va parler de vous comme maire. Et j'aimerais d'ailleurs débuter parce que souvent, quand on fait des représentations à l'extérieur, par exemple, de votre ville, je présume qu'on se préoccupe plus d'enjeux politiques et ainsi de suite. J'aimerais apprendre à vous connaître, monsieur le maire. Vous avez quel âge? Vous venez de où? Qu'est-ce qui vous a amené en politique? J'ai 43 ans, j'ai été élu maire pour la première fois à 34 ans. Et j'ai rejoint le conseil municipal de la ville d'Angoulême à 28 ans. À 28 ans. Comme maire à ce moment-là ou comme conseiller? Simple conseiller municipal. À 28 ans. Et là, par la suite, vous vous êtes dirigé vers la mairie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le premier magistrat? D'abord parce que lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance d'habiter dans une toute petite commune et puis mon père était membre du conseil municipal et c'est vrai que même si c'était souvent en semaine, j'ai pris l'habitude d'aller assister au conseil municipal. Certainement, ça m'a donné goût évidemment à la chose publique, aux affaires municipales et puis quand j'ai été lycéen, étudiant, je me suis davantage encore intéressé à la vie politique, notamment à l'occasion d'élections présidentielles en soutien d'un candidat qui s'appelait à l'époque Jacques Chirac, qui a été donc président de la République française pendant 2 mandats. Et donc ensuite, je me suis en effet, j'ai poursuivi mon engagement et jusqu'à un moment me retrouver en situation d'être moi-même élu et enfin d'être moi-même chef d'une liste pour pouvoir donc briguer la mairie. Ici, c'est spécial un petit peu dans le sens que les partis politiques prennent une place, je pense, assez dynamique au sein du conseil de ville. Vous, est-ce que vous êtes associé à un parti politique dans votre groupe? Alors moi, j'ai été longtemps engagé politiquement dans un parti national qui s'appelait l'UMP, ensuite les Républicains, qui donc représentait le centre et la droite en France. Et ensuite, j'ai quitté mon parti puisque j'étais, on va dire, je n'étais plus en phase avec celui-ci et j'ai rejoint à nouveau, là, il y a peu de temps, un tout nouveau parti qui a été créé par un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui, je l'espère en tout cas, aura vocation à briguer la présidence de la République française
et je l'espère en tout cas pour la France et les Français, être élu demain. Parfait. Maintenant, là, depuis, vous êtes rendu à votre deuxième mandat comme maire. Vous avez 44 conseillers municipaux et donc 34 qui sont ralliés, dans le fond, de votre côté. Comment ça se passe, la direction d'un conseil municipal dans un contexte comme ça? Alors, on est 43 autour de la table, maire compris. Et en effet, nous sommes 34 sur ce mandat. Et 9 élus dits d'opposition qui sont issus de trois listes qui ont concouru avec nous, avec moi et mon équipe à l'occasion des dernières élections municipales et qui ont quelques représentants pour ces trois listes. J'ai envie de dire que les affaires municipales, c'est quelque chose qui quand même dépasse les enjeux politiques nationaux. Même si on peut avoir des sensibilités, on peut avoir des valeurs différentes parfois, quand même, l'échelle municipale, la vie municipale est encore préservée de ce qu'on peut constater, voir, et qui parfois, moi, m'indispose terriblement dans ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, globalement, les affaires municipales, elles sont peut-être parfois quand même de plus en plus discutées, âprement discutées, mais elles sont quand même votées à une très très large majorité d'entre elles, quasiment à l'unanimité, puisque l'échelon municipal, c'est par définition vraiment l'intérêt général des habitants d'Angoulême. Et c'est vrai que les enjeux politiques nationaux sont donc ailleurs, à d'autres élections, pour des mandats nationaux. Et la municipalité est préservée de cela, et c'est tant mieux, puisque je crois que le souhait d'un maire, en tout cas c'est moi ma philosophie, c'est de rassembler, faire en sorte que même après les élections, même si on n'a pas été d'accord sur tout, même si on n'a pas eu le même programme, faire en sorte de convaincre l'ensemble des élus présents, puis l'ensemble des habitants de notre ville, que finalement le mieux pour la ville, le mieux pour l'ensemble des habitants, c'est d'aller dans cette direction. Donc c'est ce que je m'attache à proposer, à faire avec mon équipe municipale et avec le soutien évidemment actif de l'administration, puisque c'est l'administration qui prépare les dossiers et puis qui surtout réalise les décisions que nous avons prises en conseil municipal. Donc, au sein du conseil municipal, je présume que à ce moment-là, les débats sont beaucoup plus constructifs, même lorsque les gens sont dans l'opposition, pour que vous puissiez être en mesure d'aller chercher un certain consensus. C'est quand même un défi assez important, là. Alors, nous, si vous voulez, vous l'avez rappelé, au vu du nombre, on a une large majorité, puisque c'est l'organisation française qui est comme ça. C'est le gagnant de l'élection qui a beaucoup plus d'élus que les autres. Et ce n'est pas une représentation stricte à la proportionnelle. Donc on pourrait aussi se dire qu'on n'a pas besoin de convaincre les autres. Ce n'est pas le style que nous avons impulsé avec mon équipe municipale. Globalement, je l'ai dit, les choses sont prises à une large majorité. Après, évidemment, il y a quelques moments emblématiques au cours de l'année, notamment le vote du budget qui est souvent un moment où les élus ferraillent un peu plus et s'opposent évidemment un peu plus pour pouvoir exister sur le plan médiatique, pour rappeler que évidemment nous avons aussi des différences. C'est pas les meilleurs moments que, à titre personnel, j'affectionne, puisque moi je me plais beaucoup plus dans l'action et dans la vie quotidienne auprès des Angoumoisins, et puis dans la proximité également avec mes habitants. Angoulême, vous parlez de budget. C'est un budget d'opération de combien environ? Ça dépend des années, mais on oscille entre 110 et 120 millions. 110 et 120 millions. Et est-ce que ça vous arrive notamment là, d'avoir des projets porteurs? C'est-à-dire, par exemple, je vous donne une hypothèse, là, un exemple d'un projet loufoque. On décide d'investir dans un nouveau stade de rugby, par exemple. Et la ville décide d'être porteur de ça. Est-ce que vous avez des projets de ce genre-là ici à Angoulême que vous-même vous portez? Oui, en effet, on l'a. Alors pour cet exemple loufoque
Je dis loufoque, c'était hypothétique. Peut-être qu'il y a un vrai projet, je ne le sais pas. Là. Que vous citez, lors du mandat précédent, donc 2014-2020, nous avons donc procédé à la modernisation de notre stade de rugby qui n'avait pas fait l'objet de travaux lourds depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, vous imaginez dans quel état il était. Et puis, nous avons la chance d'avoir une équipe qui joue au niveau professionnel, donc ici donc à Angoulême pour le rugby. Donc en 2e division nationale, qui est un niveau professionnel. Et honnêtement, moi j'ai eu la chance, j'avais demandé aux gens qui me recevaient, hey, j'aimerais ça aller voir soit un match de foot, ou du moins j'ai posé la question, c'est quoi le sport à Angoulême? Et on m'a dit, c'est le rugby. Donc là, je n'avais jamais assisté à ça. J'ai été au stade. Honnêtement, félicitations pour votre stade parce qu'effectivement, j'ai vu à quel point c'était bien aménagé, l'espace des gradins, la circulation. J'aurais ajouté peut-être des espaces pour la bière parce que malheureusement, il y avait trop de monde. Donc, il y avait 6200 personnes à ce moment-là. Alors, on n'a pas acheté de bière, il y avait trop de monde. Et il y avait aussi la section partenaire à la sortie que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, chapeau. Je pense que tout le monde a dû, dans le fond, mettre un peu du sien pour vous envoyer des idées et faire en sorte que ça fonctionne bien. Et je vous le conseille, là, si vous venez à Angoulême, assurez-vous d'aller voir un match de rugby. Là, c'est impressionnant de voir ces athlètes-là. C'est dur. Ils devaient avoir mal partout après. Là, c'est incroyable. Ah oui, je pense qu'ils avaient mal partout pour un certain nombre d'entre eux. Mais vous l'avez rappelé, l'ambiance est préservée malgré les travaux de modernisation. Et c'était l'objet et l'objectif que nous avions assigné à l'architecte, de préserver l'ambiance de notre stade. Cette ambiance, elle a toujours été comme celle-ci à Angoulême. Et il s'agissait donc de la préserver, voire de l'amplifier. Et je crois qu'il a réussi sa mission, puisqu'il a préservé le côté un peu stade à l'anglaise, avec quand même beaucoup d'endroits où on est très très proche de la pelouse. Et donc, des joueurs sur le terrain, et c'est ce qui donne un petit peu cette alchimie. Mais on a aussi d'autres projets structurants. Un autre qu'on a mené lors du mandat précédent, c'est la rénovation de notre tunnel qui passe sous donc le centre-ville et qui donc désenclave le centre-ville et qui favorise la circulation sur le territoire d'agglomération. C'est un projet lourd, compliqué techniquement, qu'il a fallu qu'on mène. Et donc, on l'a modernisé et on l'a mis en conformité et en sécurité lors du mandat précédent. Donc là encore, je crois que c'est un projet qu'on peut appeler projet structurant. Et puis, sur ce mandat, on a ouvert également d'autres dossiers aussi très importants et qui, symbolise peut-être une de nos priorités depuis 2014 maintenant, c'est l'éducation. C'est l'environnement donc, de l'éducation nationale, de l'enseignement et donc, notamment les écoles, puisque en France et à l'échelle donc, de notre ville d'Angoulême, pour les écoles donc, de premier niveau, c'est la ville, la commune qui est propriétaire des locaux et qui donc en a la gestion. Donc on investit beaucoup sur beaucoup de nos écoles parce qu'elles sont nombreuses pour les rénover. Et puis on crée et on construit 2 nouvelles écoles entièrement neuves. C'est des projets à plusieurs millions d'euros. Qu'on ne mène pas forcément évidemment tous les ans, mais qui s'inscrivent sur un temps long et qui illustrent également aussi la priorité qu'on s'est donnée sur l'éducation. Donc, pour les écoles, vous parlez, là, c'est des écoles primaires, écoles secondaires également, dans lesquelles vous possédez les bâtiments et que, dans le fond, c'est le système de l'école qui vous paie un loyer, en quelque sorte, ou non, c'est gratuit, c'est fourni par la ville? Oui, c'est les écoles maternelles et les écoles primaires qui sont propriétés des communes et qui sont mises à disposition évidemment gratuitement. Puis c'est l'État chez nous qui affecte les enseignants et qui donc construit le projet pédagogique au sens éducatif du terme. Donc nous, on fait on va dire la partie bâtimentaire, la partie cours, la partie sécurité, on gère les inscriptions, on gère donc tout le travail en lien avec les familles quotidien, la restauration scolaire aussi, puisque Angoulême, c'est une marque, une identité forte également, puisque nous avons toujours souhaité garder une cuisine par école, avec aucun produit congelé, uniquement des produits frais qui sont cuisinés sur site.
au sein de chacune de nos écoles et qui sont servis donc dans le réfectoire au sein de l'école. Et la qualité de la restauration scolaire fait partie aussi de nos identités. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est un volet que nous, par exemple, ce sont on appelle ça des centres de services scolaires. Dans le fond, c'est des centres administratifs qui vont gérer les écoles, les bâtiments. Et eux vont envoyer un compte de taxes aux citoyens et eux vont payer les taxes scolaires, vont gérer ça. Et bien sûr, les parents qui envoient des enfants paient aussi un peu des frais. Mais c'est vraiment une entité à part. Donc, je trouve ça vraiment intéressant la façon que vous gérez ça. Et c'est sûr, ça l'ajoute du travail comme en fait au sein de la ville, là, parce que ça doit pas être facile toujours. Dans le cas de vos projets, possiblement que c'est à peu près pareil comme nous, mais est-ce que vous rencontrez souvent des oppositions qui proviennent des citoyens? Est-ce que les citoyens à Angoulême ont tendance je ne veux pas dire à manifester, là, je ne veux pas prendre l'exemple des retraites qui est un exemple vraiment à l'opposé, là, mais si, mettons, les gens étaient en désaccord face à un projet porteur que vous voudriez proposer à la population, est-ce que les gens contestent facilement ici? Oui, pas vraiment, si on fait un comparatif par rapport à la vie politique nationale et l'exemple sur la réforme des retraites que vous citiez, on n'a pas ça sur les enjeux locaux. C'est aussi parce que les élus locaux sont, on le dit souvent en France, les élus locaux, contrairement aux élus nationaux, sont à portée d'engueulade. Donc, quand on est à portée d'engueulade, on fait certainement plus attention, on sait certainement mieux les attentes de nos concitoyens. Et à partir du moment où on connaît mieux les attentes de nos concitoyens, on s'attache tout simplement à apporter, on va dire, toutes les réponses nécessaires, utiles au développement de la cité. Donc, même si on peut rencontrer toujours quelques voix dissonantes, globalement, quand même, les citoyens accompagnent les affaires de politique locale, quels que soient les maires. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est le fruit de mon travail qui fait que ça ne se ressent pas plus. Mais l'approche peut avoir une incidence, à mon humble avis, parce que si les élus, peu importe le niveau, ne sont pas à l'écoute du citoyen, c'est sûr que le citoyen, à un moment donné, il va accumuler des frustrations et à un moment donné, il va le sortir. Et aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, entre autres, ils ont possiblement plus de facilité à l'exprimer. Et là, comme vous le dites, si vous accrochez sur le bord de la rue, monsieur le maire, tac, 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 tac. Et là, c'est tout le temps plus délicat. C'est une voie directe là, pour passer le message. Et puis, vous savez, moi, je fais des permanences sans rendez-vous. Donc, on dit souvent, alors en France, je ne sais pas, donc au Québec, mais en France, on dit souvent, les élus, quand ils ont fait campagne et qu'ils ont été désignés, après, on ne les voit plus, on peut plus le voir. Donc, moi, j'avais mis en place dès mon élection en 2014 et je poursuis des permanences sans rendez-vous. Donc, quelqu'un qui me dit, monsieur le maire, je ne peux pas vous voir, je n'ai pas pu vous voir, c'est faux. Parce que lorsque je fais une permanence sans rendez-vous, évidemment, la date est connue de tous. Et je reçois jusqu'au dernier citoyen qui se présente. Donc c'est une journée, là, je présume que vous... Un après-midi. Un après-midi, et là, vous dites aux citoyens, venez me voir, pas de rendez-vous, et vous prenez le temps de rencontrer chacun des citoyens qui se présentent. Voilà, donc, vous savez à quelle heure vous terminez, vous commencez, mais vous ne savez pas à l'heure que vous terminez. Exact. Voilà. Et vous les rencontrez tous. Oui. Est-ce que c'est apprécié, ça, de la population? Ah ben je le crois. Certains même me font l'amitié de revenir plusieurs fois. Si j'ai pas été assez rapide. OK, c'est sur le même sujet. Est-ce que en fait, c'est quoi la fréquence de votre activité de 100 rendez-vous comme ça? Est-ce que vous les faites une fois par mois, une fois au trimestre? Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Oui. OK, c'est bon. On va amener. Je vais amener des suggestions à nos élus locaux. Au moins une fois par mois. C'est intéressant, ça. Et je faisais... lors du mandat précédent, je m'attachais à faire au moins 2 fois par mois. Sur ce mandat, je fais au moins une fois par mois. Mais par contre, je demande à mes élus, à mes adjoints, de pouvoir réaliser également des permanences sans rendez-vous. Chose qu'ils ne faisaient pas lors du mandat précédent. Donc, j'avais remarqué sur le site web, effectivement, que là, il y avait des noms et j'avais vu ce genre de rendez-vous-là. Et c'est vraiment intéressant, je vous le dis. Là, pour le citoyen, je suis convaincu qu'il doit se sentir écouté. Je voulais savoir, maintenant, sur le plan
En fait, vous êtes maire d'Angoulême, mais aussi vous avez été élu, dans le fond, maire du Grand Angoulême. Il y a comme une différence de structure. Qu'est-ce que ça représente, ça, comme défi, dans le fond, de représenter le Grand Angoulême, en plus d'être maire d'Angoulême? Alors, président de Grand Angoulême, de l'agglomération, c'est un établissement public qui rassemble 38 communes. Donc c'est quand même beaucoup de communes différentes, puisque Angoulême finalement est la plus grande d'entre elles, et on va sur des communes, on va jusqu'à des communes qui sont finalement de taille beaucoup plus modeste, et où les attentes et les différences sont évidemment nombreuses. Donc le président de l'agglomération chez nous, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois mon action, et plutôt on va dire un rôle d'animateur, de coordinateur, pour faire en sorte que l'agglomération et ses services profitent à tout le monde, à un juste niveau en fonction évidemment des tailles des communes, des préoccupations des communes, des projets des communes. Et donc Grand Angoulême mène des missions donc à côté des communes, ou à la place des communes, puisque il y a quelques années, en effet, les communes s'étaient mis d'accord pour dire voilà, la question de la distribution de l'eau potable, de l'assainissement, ce sera Grand Angoulême qui va s'en occuper demain, et ce n'est plus nous, chacun de notre côté. La collecte des déchets également ménagers, donc on s'est dit qu'on allait l'organiser à plusieurs, au lieu que chacun donc le fasse dans son coin. Également donc la question du développement économique, puisque donc le Grand Angoulême travaille beaucoup au développement territorial, au développement économique, pour pouvoir accompagner soit les installations d'entreprises, soit les entreprises déjà présentes qui souhaitent se développer, et donc par répercussion le développement de l'emploi ici, donc sur l'agglomération. Je pense aussi à des choses qui sont liées à la planification urbaine, à la transition écologique, puisque quand même, ça a du sens, évidemment, que chacun ait une action liée à la transition écologique, mais quand c'est fait à plusieurs et que c'est beaucoup plus large, c'est quand même encore mieux pour la planète, et je crois pour le compte de nos concitoyens. Donc on a mis des choses en commun que les communes ne font plus et que l'agglomération fait pour le compte des communes. Et donc c'est important que les maires ne se sentent pas dépossédés de ses pouvoirs, et se sentent donc écoutés par l'agglomération, et notamment par son président. La gestion de l'eau, est-ce qu'elle passe par l'agglomération à ce moment-là? Parce que actuellement en France, dans certains secteurs, à cause justement des changements climatiques, l'eau devient un enjeu. Il y a des endroits où c'est asséché, qui n'ont pas d'eau, des rivières qui ne sont plus des rivières parce qu'il n'y a plus d'eau. Ici, dans le Grand Angoulême, est-ce que l'enjeu de l'eau est également une problématique? L'enjeu de l'eau, je crois, est une problématique partout. Particulièrement dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le sud-ouest donc, du territoire national, dans lequel nous sommes. Après, nous, c'est vrai que sur Grand Angoulême, au niveau de l'alimentation en eau potable, on est préservé, on a la chance d'être préservé par rapport à d'autres communes voisines, d'autres territoires voisins, puisque l'eau potable qui donc alimente l'ensemble des foyers de l'agglomération est issu donc d'une source, d'une rivière qui est, comment dirais-je, pas inquiétante. Voilà. Pour autant, l'enjeu de la sécheresse, évidemment, quand il y a des pics de chaleur sur plusieurs jours, plusieurs semaines, lors de la période estivale, nous le ressentons, et nous l'avons ressenti notamment l'été dernier. Donc, il appartient évidemment, dans les actions de transition écologique, à chacun, dans nos communes, mais à l'échelle de l'agglomération, et donc ensemble, de faire en sorte que nous travaillons donc à la préservation du bien commun qu'est l'eau, de la biodiversité, pour éviter évidemment aussi les épisodes de sécheresse, pour éviter évidemment tout ce que peut apporter au quotidien la biodiversité, et on peut avoir tendance parfois à avoir oublié, et sur lesquels il faut, via l'éducation aussi, peut-être remettre au centre de nos actions publiques. Et puis également aussi tous les endroits naturels, arborés, poumons verts, qui seront aussi des lieux un peu refuges
un moment où les gens peuvent aimer se regrouper en plein été et un peu préserver évidemment par l'ombre des pics de chaleur. Je crois qu'il faut travailler à cela et en tout cas c'est ce qu'on s'attache à faire ici aussi à Grand Angoulême. Écoutez, on a parlé beaucoup de politique. Merci parce que ça permet de mieux comprendre le système. Puis je pense que si on veut comprendre comment ça, en fait, une municipalité, rien de mieux que comprendre un peu comment c'est aménagé, comment c'est organisé. J'irai dans un autre angle maintenant. On a parlé beaucoup de jumelage, notamment entre Saguenay et Angoulême. J'ai rencontré la présidente du comité de jumelage qui m'a parlé de l'ensemble des jumelages. Pour vous, à la mairie, qu'est-ce que ça représente, cet effort-là de jumelage avec d'autres villes? Ben, vous savez, Angoulême a une particularité, alors avec d'autres, mais quand même a un nombre de jumelages assez important. C'est pas le cas de toutes les communes, puisqu'aujourd'hui nous disposons donc de plusieurs jumelages, d'au moins 8 actifs, donc qui ont construit avec au fil de temps des vraies relations entre établissements d'enseignement, entre citoyens, entre associations. Et donc, même si évidemment les changements d'élus peuvent exister ici ou là, on voit bien que pour bon nombre de relations qu'on a avec donc nos villes jumelles, les choses se sont amplifiées ou se sont maintenues. Ça avait été l'occasion pour moi d'ailleurs lors du mandat précédent de me rendre à Saguenay à l'occasion des 20 ans du jumelage et de pouvoir aussi déposer un peu les premières pierres d'une relance du jumelage avec la collectivité, avec la ville de Saguenay, puisque c'est vrai que les liens s'étaient distendus, même si il n'y a jamais eu autant d'établissements d'enseignement qui ont travaillé ensemble de chez nous avec les établissements de Saguenay. Mais c'était bien aussi d'avoir des relations politiques, au sens noble du terme, entre élus d'Angoulême et élus de Saguenay. Ça montre aussi évidemment une volonté de coopérer. Parce que le jumelage, c'est évidemment des échanges de savoir-faire, des coopérations, c'est des projets politiques sur certaines thématiques, c'est des relations d'amitié entre concitoyens, entre établissements d'enseignement. C'est l'ouverture, je crois, sur le monde. Et on sait à quel point pour nos jeunes, des échanges à l'international, c'est important, structurant dans leur parcours éducatif, dans leur parcours professionnel. Et donc ici à Angoulême, on est très attaché à ça depuis de très longues années. Donc évidemment, on souhaite poursuivre cela. On souhaite le développer à travers des coopérations que nous avons avec donc nos villes jumelles. On a été même au-delà depuis maintenant 4 ans, puisque vous savez que on a rejoint le réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie littérature grâce à la bande dessinée au 9e art et grâce à ce festival international de la bande dessinée qui a fêté ses 50 ans. Et donc, on a tissé des liens avec encore d'autres villes à l'échelle internationale qui partagent, comme nous, le développement culturel comme une priorité. Bien souvent d'ailleurs le développement culturel il s'accompagne aussi d'un développement économique, d'un développement d'emploi, d'un développement du parcours éducatif, de l'enseignement, et je crois que tout ça a été assez riche dans la vie des individus. Donc ici, on est très attaché à ça, et tout simplement, on est très attaché à l'international, à cette relation d'amitié entre peuples, entre cultures, même si évidemment avec Saguenay et Québec, on partage tellement de choses. Mais je crois que ce qui symbolise cette ouverture internationale, c'est notre développement culturel, et puis c'est peut-être au premier chef, c'est la création de ce festival international de la bande dessinée. Je disais il y a un instant qu'il a fêté ses 50 ans. C'est vrai que très vite, ce festival, quand il est né en 1974, s'est mis à recevoir quand même beaucoup de délégations étrangères, et je crois que c'est ce qui a, je pense, tout simplement renforcé, contribué au développement de ces jumelages et de ces coopérations et cette ouverture internationale. Donc on est très attachés, puisque même si on est une ville moyenne
comme on dit donc ici chez nous en France, et non pas une métropole comme Marseille, Lyon. Moi, je crois beaucoup donc à l'action politique culturelle, notamment, puisque c'est le créneau sur lequel nous sommes donc ici à Angoulême et sur lesquels nous avons construit notre identité en termes de maillage de territoire. Et on a bien vu à quel point, lors de la crise sanitaire, ces villes moyennes ont repris une attractivité considérable, puisque les gens cherchaient à sortir des grands ensembles, des métropoles. On a vécu ça également au Québec. Les gens se sont mis à retourner en région parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, on peut bien vivre. La qualité de vie est assez incroyable. Tout à fait. Monsieur le maire, moi, je trouve qu'avec ce que vous dites, c'est rempli de cohérence avec l'ensemble des entrevues que j'ai faites jusqu'à maintenant. Ce que j'aime, moi, c'est cette cohérence-là à partir du développement, à partir du papier jusqu'à l'arrivée de la BD, à tout le développement de l'image. Et aussi, c'est tous ces organismes-là qui travaillent en coopération pour être capables d'y arriver. Et à chaque fois que je parlais avec les gens, je sentais qu'ils se sentaient soutenus par la municipalité. Donc, félicitations pour cette belle cohérence-là. C'est pas toujours évident, notamment quand c'est le temps de coordonner du développement. Monsieur le maire, j'aimerais ça. Je ne peux pas passer à côté. Je vais vous prendre encore 1 ou 2 minutes, OK? Parce qu'on a eu un bon entretien. J'avais préparé encore une dizaine de questions, mais je n'ai pas 2 heures. Je sais, vous êtes très occupé. Est-ce que vous pensez retourner à Saguenay dans les prochains mois, dans la prochaine année? Normalement, nous travaillons en tout cas avec Saguenay dans le cadre d'une coopération, ce qui nous permettrait peut-être d'y revenir à l'automne, oui. Donc, je voudrais vous préparer à votre retour à Saguenay. Je vais vous faire entendre quelques expressions et je vais vous demander comment vous les interprétez. Est-ce que vous les comprenez? Et honnêtement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les expressions. Je m'en suis aperçu parce que des fois, j'explique une expression avec une autre expression, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va commencer par celle-ci. Faire dur. Faire dur. Faire dur. Je ne sais pas. Quand on dit faire dur, c'est quand quelqu'un, par exemple, vous raconte quelque chose qui n'a pas d'allure, puis là, on lui dit, tu fais dur. Ou quelqu'un qui arrive habillé tout croche, ou qui n'a pas d'allure, qui n'a pas de bon sens. Non, tu fais dur. Donc, c'est un peu la façon qu'on l'utilise. Prochaine. En masse. En masse. En masse. En masse? Non, c'est vraiment, là, dans le fond, quand on dit en masse, ça veut dire beaucoup. J'en veux beaucoup. En masse. En masse. En masse. Exactement. Un autre, oui, celui-ci. À cette heure. À cette heure. Maintenant? Oui, on pourrait dire ça maintenant ou à cette heure, on est rendu là. Donc, à cette heure, c'est comme vous dites, on peut le traduire de cette façon-là. Un de mes préférés. Tigidou. 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 Je ne sais pas. Quand on dit c'est Tigidou, ça veut dire que c'est bien correct. Ça fonctionne. D'accord. C'est Tigidou. Donc, aujourd'hui, on a un podcast vraiment Tigidou. Un petit dernier pour la route. Je ne sais pas si monsieur Gérard vous en a déjà parlé, mais je vais le l'essayer pareil. Accrocher ses patins. Ah oui. Accrocher ses patins. Ça, c'est partir en retraite. Oui, il vous l'a dit, je suis convaincu, c'est son préféré. Je vais être obligé d'en prendre un vrai dernier. Donc, je me suis fait scooper, mesdames et messieurs. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Ouais, je sais pas. Quand on se réveille le matin, là, puis qu'on est toutes on n'est pas tout à fait réveillés. Je vois tout à fait, oui. Donc, je connais votre expression française. Je ne sais pas si vous allez me la dire. Non, je ne vais pas me permettre, non. Il y en a qui me l'ont dit, par contre. Je tiens à vous le dire. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup d'être passé dans mon podcast. C'était une rencontre que j'espérais vraiment, en partant du Québec. Là, je disais, si je pouvais avoir monsieur le maire, je trouverais ça important et vous avez pris le temps de le faire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci d'être passé. Je salue l'ensemble des habitants de Saguenay. Voilà. Et madame la mairesse également. Parfait. On va porter ces bons mots.
Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast! Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette discussion sur la politique, sur Angoulême, sur comment ça fonctionne et bien sûr la découverte d'un maire qui est à l'écoute et qui n'hésite pas d'utiliser des méthodes hors du commun, comme par exemple faire des séances non planifiées pour rencontrer ses citoyens. Bref, espérons que ça pourra peut-être encourager et inspirer d'autres maires ou mairesses du Québec. Alors sur ce les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!